La transformation de l'offre est donc une constante des politiques publiques depuis de nombreuses années, mais quelle doit être sa forme? Quelles sont les mutations qui traversent actuellement le secteur des solidarités? Jusqu'où et vers où doit-on aller? Pour répondre à toutes ces questions qui concernent en premier chef les acteurs de terrain, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Denis Piveteau, président de chambre à la section contentieux du Conseil d'État et auteur, on le sait, de plusieurs rapports sur la société inclusive, et David Potier, directeur général de l'AREAMS, une association vendéenne qui intervient notamment dans le champ du handicap, de la protection de l'enfance et de la lutte contre les exclusions. Alors Denis Piveteau, je me tourne vers vous pour notre première question. Quels sont les grands mouvements qui traversent aujourd'hui l'action sociale et qui pourraient caractériser cette transformation de l'offre? L'offre, elle se transforme toujours parce que la demande change. L'offre, elle est là pour répondre à la demande. Les choses sont assez simples. Alors là où les choses sont moins simples, c'est que précisément, si en substance, la demande, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'il y a des besoins des personnes et puis il faut trouver des réponses. Elle a changé cette demande, je pense, de manière assez radicale et au moins sur 2 points. Ouais. Et qui, du coup, induisent sur 2 points aussi une transformation de l'offre. D'abord, les situations, je crois, sont devenues complexes. On l'a bien vu dans les différents reportages là, déjà qui sont passés tout à l'heure. Ouais. Les problématiques se mêlent. Il y a des problématiques à la fois de santé, de vieillissement sur une même personne, de rupture du lien social, de perte d'autonomie. Bon. Alors, trouver un professionnel ou un établissement qui pourrait tout faire à la fois, c'est une gageure. Bon. Et puis, dans le même lien, dans le même esprit de la complexité, je crois que la problématique de la rupture devient vraiment le paradigme explicatif de beaucoup de désaffiliation, de beaucoup de désocialisation. La rupture et toutes ses conséquences. Ça commence par une rupture de santé ou une rupture dans l'emploi ou une rupture dans le cercle relationnel. Et puis, voilà, il y a... c'est la chute. Et c'est la chute. Et en fait, du coup, tous les fils s'en vont. Et d'une certaine façon, si on arrive après, on arrive trop tard. Ou on arrive à un moment où, c'est toujours la même idée, on peut pas, personne ne pourra tirer tous les fils à la fois. Donc, d'où cette... Alors, ça a été dit tout à l'heure, les questions de parcours. On dit parcours de vie, moi je préfère dire il faut que l'offre, entre guillemets, enfin le travail social s'oriente sur une problématique de mode parcours. C'est-à-dire pas simplement bien faire ce qu'on a à faire, mais faire aussi la bonne chose au bon moment et aussi, je dirais, le faire pour la personne, bien sûr, mais aussi pour les autres intervenants en lien avec eux et pour eux, les autres intervenants autour de la même personne. Donc ça, c'est la première grande transformation. Bon, et puis si je peux en glisser une deuxième, parce qu'elle a au moins autant d'importance que la première, c'est que la demande, elle change aussi dans sa nature. Les personnes, elles veulent aujourd'hui, personnes âgées, personnes handicapées, mais d'autres publics, veulent être actrices de leur parcours. Elles veulent plus se laisser cataloguer comme une personne âgée, un pauvre, une personne handicapée. Bon. Et elles ont un droit fondamental, au fond, à contribuer à la société avec ce qu'elles sont, et pas simplement malgré ce qu'elles sont. Et ça, c'est un cri, quoi. C'est une vraie revendication ancienne, mais la société a été un peu dure de l'oreille. Mais que la société commence à écouter et en prendre. Oui, je crois. Il y a encore du chemin. Il y a du chemin, mais je pense que la société commence à comprendre. Oui. D'accord, très bien. Alors, justement, David Potier, est-ce que vous partagez ce diagnostic, cette analyse et ensuite, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les structures se situent dans toutes ces transformations et peut-être les difficultés qu'elles peuvent rencontrer justement à assumer cette double tendance qui est cette logique de parcours et puis ces aspirations nouvelles des personnes accompagnées? Très bien. Écoutez, oui, je partage évidemment le point de vue de Monsieur Piveteau et j'ai été sensible à son discours parce que effectivement l'offre, et moi je parle plutôt des offres, finalement, se sont adaptés au fur et à mesure du temps à la vie de la société et aux problématiques des personnes. C'est heureux. Et c'est heureux. C'est pour ça que le terme transformation, moi je préfère adaptation que transformation. C'est une adaptation permanente des offres que l'on a à disposition des personnes qui en ont besoin. Donc oui, je partage complètement cette notion. Alors, en ce qui concerne les difficultés que l'on rencontre, aujourd'hui, je pense que les organisations gestionnaires, les associations sont parfaitement prêtes et ont intégré ces aspects et sont prêtes à se lancer dans cette aventure. Beaucoup d'expériences comme celle que l'on vient de voir montrent qu'on va dans ce sens-là. Toutefois, on est quand même parfois ralenti
par certaines, malheureusement, contraintes administratives et financières, puisque cette logique de parcours qu'évoquait M. Piveteau ne fonctionne que si on a une certaine fluidité et que l'on a une certaine autonomie dans la façon d'aller et venir avec les personnes. Je m'explique, c'est-à-dire que si une personne a besoin à un moment donné d'être à son domicile, elle peut être à son domicile. Potentiellement, elle pourrait avoir besoin dans son parcours de revenir en institution, il faudrait que ce soit possible. Ouais. Or, pour que ce soit possible, il faut que nos habilitations et nos agréments évoluent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des agréments qui sont très figés, ciblés, et passer de l'un à l'autre n'est pas forcément aisé. Ça, c'est voilà, par rapport à la logique de parcours, et pour l'agrément des établissements, mais pour les notifications aussi des personnes. Puisque les personnes, aujourd'hui, ont une notification pour un établissement, pas forcément pour un parcours qui va nécessiter des allées-venues entre différents dispositifs. C'est-à-dire qu'il faudrait faire des notifications multiples. Alors, multiples ou généralistes, c'est-à-dire confier à un dispositif. D'ailleurs, c'est un peu le pendant, c'est la mise en place de plateformes aujourd'hui, avec entre guillemets un guichet unique où la personne entre et puis on a un plateau d'action, de dispositifs. Et le deuxième frein, si je peux me permettre, qui est lié à l'autodétermination qu'évoquait M. Piveteau, c'est pour les professionnels la question du dilemme éthique. C'est-à-dire qu'on est confronté en permanence à comment accompagner une personne dans son choix quand nous, travailleurs sociaux, on estime que ce n'est pas forcément le bon choix. Et ça, c'est un dilemme éthique qui n'est pas forcément facile à aborder et qui nécessite, on y reviendra peut-être tout à l'heure, un management particulier. On va y revenir, c'est le fameux dilemme entre le besoin de la personne et son désir. Hein. On est bien ça. D'accord, très bien. Alors justement, pour enrichir nos échanges sur la difficulté des acteurs, justement, à mener cette fameuse transformation, cette adaptation de l'offre, je voudrais qu'on donne la parole à Nathalie Perret-Launay, directrice de l'Uriops Bretagne. Nathalie, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien, Antoine. C'est parfait. Donc, la première question qu'on voulait vous poser, c'est un peu la même que celle qu'on a évoquée avec David Potier. C'est quoi les grandes difficultés auxquelles se heurtent les acteurs de la solidarité, les structures, pour, les acteurs et actrices bretons, pour mener cette transformation de l'offre ? Très bonne question, Antoine. Alors, je vais tenter d'y répondre avec mes mots, ou plus exactement en portant la parole des adhérents qui sont dans une démarche d'accompagner l'évolution de l'offre. Alors, c'est une parole que je vous propose de construire autour de plusieurs messages dégagés des expériences bretonnes. La première difficulté que je soulignerai porte sur le constat que les acteurs sont confrontés aujourd'hui à des difficultés de cloisonnement, de parcours haché, d'absence de vision politique, de cette globalité du domicile, de l'accompagnement, et y compris également en institutions médico-sociales, sociales et sanitaires. Alors, autre difficulté, toujours pour répondre à votre question, le deuxième frein que je releverai, il est aujourd'hui regrettable que cet accompagnement ne soit pas forcément organisé. C'est ce qu'on constate sur le terrain. En effet, la question qui se pose, c'est comment accompagner les équipes dans une nouvelle façon de travailler, notamment, et on l'a évoqué précédemment, sous le modèle des plateformes et de services coordonnés. En effet, la transformation de l'offre amène les acteurs associatifs à repenser le management des équipes. Et je pense, on va dire à l'instant T, ou pour exemple, à l'exemple du DRAD, dispositif renforcé à domicile. C'est un dispositif de coordination territoriale et opérationnelle et qui impose un pilotage et des compétences adaptées à l'accompagnement du virage domiciliaire. Alors, toujours pour répondre à la question, le troisième message que je souhaite relayer aujourd'hui, c'est que les acteurs associatifs s'interrogent sur le financement des objectifs et les effets de l'intention budgétaire, parce que malgré tout, il y a une intention budgétaire présente dans la transformation de l'offre. Et la question qui revient régulièrement pour les associations est de savoir si la réponse à un appel à projet correspond réellement et parfaitement aux besoins identifiés sur le terrain. Et comme je l'entends très souvent, tout descend des politiques publiques vers le terrain quand avant,
on répondait, d'une part, on répondait ou on apportait des réponses qui venaient du terrain. Et ce qui se traduit très concrètement par une absence de dialogue. La capacité d'agir des acteurs associatifs est aujourd'hui très normée, contrainte et cloisonnée. Alors, pour terminer sur cette question, j'évoquerai une difficulté et j'aurais envie de la traduire sous la forme d'un appel lancé au pouvoir public. De manière très pragmatique, une autre difficulté, il nous faut des professionnels suffisamment rémunérés pour soutenir l'attractivité des métiers de l'humain, de notre secteur privé non lucratif. Et pour moi, pour les adhérents aussi, c'est une difficulté où, avant tout, c'est une condition préalable, des conditions préalables à la mise en œuvre sur le terrain de la transformation au sens large, transformation de l'offre. Très bien. Alors justement, vous avez évoqué un certain nombre de difficultés, vous avez évoqué aussi un certain nombre de pistes. Plus globalement, comment est-ce qu'on peut surmonter ces obstacles que vous venez de décrire au travers peut-être de deux ou trois propositions que vous pourrez faire? Très bonne question, Antoine. Merci encore pour cette question. Alors, plusieurs pistes, là aussi, émergent des expériences du terrain, des constats relayés par nos adhérents. Quand je dis adhérents, c'est dirigeants associatifs et professionnels. Et la première piste, je considère qu'il nous faut un système de santé et d'action sociale plus réactif, agile et souple. Et par ailleurs, il convient de développer aussi la construction des programmes de soins, d'accompagnement, des projets institutionnels et des politiques publiques à l'échelon territorial avec les usagers et la population. Cette méthode, bien entendu, suppose une transformation des savoir-faire des professionnels pour adapter la relation d'aide, l'écoute et la coordination deviennent essentielles et primordiales. Et dans cette optique, le territoire doit devenir le lieu privilégié pour analyser les besoins et leur évolution. Il serait aussi, alors autre piste, il serait souhaitable, et on l'a évoqué précédemment, que le régime des autorisations s'assouplisse tout en étant sécurisé, et ainsi que les modalités d'attribution des financements. Et j'aimerais également souligner que par nature, les associations ont la pudeur de valoriser ce qu'elles font. Et surmonter cet obstacle, pour moi, passe par la nécessité de poursuivre, d'amplifier la fonction tribunicienne fondamentale des associations. Alors, sur cette piste, je souris parce que certains d'entre vous vont se reconnaître, mais c'est une piste que nous travaillons en Bretagne et plus particulièrement avec le conseil d'administration. Les associations méritent d'être mieux et davantage repérées par ceux qui nous gouvernent. Et pour ce faire, les acteurs associatifs doivent être une force de proposition, sans se laisser enfermer dans une culture purement gestionnaire, d'opérateurs de services, mais doit être une ressource de et pour la société. Il est donc important de mettre l'accent sur ce projet de société. C'est bien là une question politique qu'il s'agit. Alors, pour respecter le temps qui m'est imparti, je serais tentée de conclure que pour soutenir et surmonter les obstacles, telle a été ma question posée, de l'évolution de l'offre, c'est finalement cela, on doit, et les associations doivent être porteurs d'un projet de société. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Nathalie Perret-Launay. Alors, Nathalie Perret-Launay nous a dit beaucoup de choses. Ce qu'on peut constater peut-être pour les acteurs associatifs, c'est que toutes ces transformations, toutes les évolutions que vous venez de décrire manquent parfois de sens. Et on a pu échanger pour préparer cette émission et vous avez beaucoup insisté sur l'idée qu'il fallait essayer de dessiner ensemble un cap à 10 ans, un cap nouveau. Comment est-ce qu'on peut atteindre cet objectif-là ? Mais parce qu'il découle assez naturellement, et d'ailleurs ce que disait Nathalie Perret-Launay à l'instant l'illustrait très bien, et ça découle assez naturellement de la transformation de la demande. À partir du moment où il y a une dimension horizontale aussi au travail social, qui doit s'articuler avec d'autres intervenants, s'articuler avec le droit commun, avec la société ordinaire, à partir du moment où on est sous la pression d'une demande des personnes, d'avoir une interaction sociale plus forte, la transformation elle devient forcément systémique, elle devient forcément sociétale. Il ne peut pas y avoir
d'évolution, de transformation de l'offre sous la pression du pouvoir d'agir des personnes, s'il n'y a pas en vis-à-vis dans la société une transformation sociétale qui y répond. Et donc, ça veut dire qu'en profondeur, mais de manière inévitable, si on veut que ça réussisse, il faut que cette transformation de l'offre, au fond, ça consiste à prendre conscience de ce que le travail social, c'est pas de s'intéresser à des personnes qui sont aux marges de la société, mais c'est au contraire de permettre à la société d'accoucher de sa capacité à devenir inclusive. Alors, inclusive, j'aime beaucoup Charles Gardou, l'anthropologue, dit souvent que inclusive, c'est un exhausteur de sens du mot société. Il a parfaitement raison. C'est ce que la société doit être, c'est-à-dire accepter tout le monde, comprendre qu'il n'y a pas des dedans et des dehors. Et cet accouchement d'une société qui comprend qu'elle doit devenir inclusive, eh bien, le travail social est là pour aider à ce qu'il se fasse sous la pression des plus vulnérables qui demandent ça. Bon. Et donc, il doit l'aider à la fois en accompagnant cette pression et en aidant aussi la société à s'adapter. Et ça, c'est un tout nouveau champ du travail social. Il va évidemment falloir qu'on puisse prolonger un peu dans cette direction. D'accord, très bien. Alors justement, David Potier, comment vous envisagez justement cette espèce de Big Bang que nous a décrit Denis Piveteau, cette nécessité justement de réfléchir ensemble à ce fameux, à cet avenir commun. Comment est-ce qu'on peut procéder? Est-ce qu'il faut que ça résulte d'une mobilisation du secteur, de la solidarité, ou est-ce que ça doit englober aussi l'ensemble de la société? Comme le disait M. Piveteau, je pense que ça doit englober l'ensemble de la société. Aujourd'hui, cette évolution dont on parle des établissements sociaux et médico-sociaux, on a coutume de dire que dans notre secteur, on travaille beaucoup en partenariat. Si nos partenaires n'évoluent pas au même rythme que nous, il est bien évident qu'il va y avoir des décalages inévitables et des freins, une fois de plus, à l'inclusion des personnes dans la société. C'est inévitable. On a beaucoup d'expérience, notamment avec nos collègues de l'Éducation nationale. Et si on ne travaille pas en lien étroit avec eux et qu'on n'évolue pas en même temps, alors évidemment, on ne pourra pas accompagner les personnes de manière efficace et efficiente. Donc c'est vraiment un vrai phénomène de société, et il faut que la société prenne en compte le fait que la prise en charge, l'accompagnement d'une personne n'est pas simplement l'adage d'un éducateur qui va l'accompagner là au quotidien. C'est que l'éducateur travaille avec l'ensemble des partenaires du droit commun, la santé, l'éducation, le sport, le loisir, et tout ça doit évoluer ensemble. Et je pense que pour y parvenir, il faut effectivement qu'on arrive à un moment ou à un autre à se mettre tous autour de la table. On partage les mêmes diagnostics. Donc déjà, c'est déjà un bon point de départ. Maintenant, reste à trouver le rythme auquel on va évoluer pour qu'il n'y ait pas de décalage. Il faudrait faire des assises de la transformation de l'offre, quasiment. Par exemple, pourquoi pas, ce serait une idée. Transformation sociale. De la transformation sociale. Sociale, oui, effectivement. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors, avant que nous poursuivions nos échanges, je voudrais vous présenter l'association L'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve à Rennes, qui a su s'inscrire depuis plusieurs années justement dans cette démarche de transformation de l'offre. Alors, je vous précise que ce reportage a été réalisé il y a 2 ans, ce qui explique l'absence de masques. Donc le projet Les Pas dans les murs, c'est une réponse au maintien à domicile des personnes en situation de dépendance qui nous permet d'agir au domicile des personnes en coordonnant l'action des services existants, des services d'aide à domicile, en apportant notre expertise gériatrique par en particulier l'envoi de professionnels de l'EHPAD, et puis en sécurisant également la personne à son domicile en nous permettant d'agir si effectivement la personne était en difficulté. Bonjour Madame Benoît. Bonjour. On va s'installer tous les deux? Comment? Vous venez? On va s'installer. Alors, Monsieur Benoît? Oui. Vous pouvez lire ce qui est marqué? Comment? Vous pouvez me lire ce qui est marqué? Couteau. D'accord. Il est où le couteau? Monsieur Benoît? Oui. Ça c'est quoi? Voilà. Voilà, c'est ça. Ça c'est... fourchette.
Voilà. Ouais. Les pas dans les murs est une réponse innovante puisqu'elle bouscule les codes du secteur habituel où effectivement on a usuellement un cloisonnement entre le secteur du domicile et le secteur institutionnel. Et ce type de dispositif est l'avenir puisqu'il nous permet de positionner les établissements en tant que plateforme de service et effectivement d'apporter des réponses plus personnalisées à des situations très hétérogènes de dépendance. À lundi. Oui. Bonne semaine. Oui. Au revoir. Au revoir. Alors, Denis Piveteau, on a évoqué énormément de tendances à cette transformation, un peu toute la nature de ces transformations, mais aussi un certain nombre de difficultés. Si on s'intéresse non plus aux structures, mais aux professionnels, ça peut mettre en difficulté les professionnels, hein, toutes ces évolutions. Comment est-ce qu'on fait pour que les professionnels ne subissent pas toutes ces transformations ? Alors, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Je dirais l'axe, c'est que arriver à traduire et leur permettre de comprendre qu'ils ne sont pas la cible de ces transformations, mais les acteurs. Voilà, ils sont les acteurs. C'est important, ça va. Et au fond, derrière cette demande, qui interpelle, qui est le pouvoir d'agir des personnes vulnérables, ce qui est interpellé, c'est la société, c'est pas les professionnels. Les professionnels sont du côté de ceux qui interpellent et pas du côté de ceux qui sont interpellés. Et je dirais, ils doivent être, au fond, des acteurs d'appui ou de soutien de deux catégories, de personnes ou d'institutions. D'une part, du côté de la demande très forte de participation sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées, d'autres publics, on y reviendra. Mais je dirais parce que toute cette, ce désir d'être participant, il ne se fera pas sans les professionnels. S'il n'y a pas une adhésion viscérale des professionnels à partager ce projet, ça sera impossible. Donc ça, c'est tout à fait sûr. Simplement, je dirais ça rejoint une réalité, elle aussi viscérale du travail social, qui est de protéger. Mais de protéger de manière offensive, voilà, de protéger aux côtés de la personne pour lui permettre d'interpeller la société. Et puis, symétriquement, la société commence à bouger, elle commence à comprendre tout ce qu'elle a à perdre si il y a comme je le disais tout à l'heure, des insiders et des outsiders. Et elle commence à comprendre qu'elle court un danger mortel à laisser de côté une partie de ceux qui font société. Et du coup, mais en même temps, n'importe quel employeur, gestionnaire d'établissements d'enseignement, voisinage, association, sait très bien que ça ne s'improvise pas d'accueillir des personnes plus fragiles, vulnérables. Et donc les professionnels sont aussi des experts des réalités de la vulnérabilité et il faut qu'ils soient en capacité d'offrir leur expertise, à la fois je dirais, en formation mais en accompagnement dans la durée, à tout ce milieu ordinaire qu'ils sont là pour l'aider à pivoter, précisément. Presque faire preuve de pédagogie vis-à-vis du... Oui, d'être au fond, de faire alliance avec ce milieu ordinaire pour qu'il change, si vous voulez. Ils sont au service, ils sont aussi au service des environnements de droit commun qui sont appelés à modifier leur manière d'accueillir et de reconnaître la présence des personnes vulnérables. Très bien. David Potier, quel est votre point de vue sur ce très très vaste sujet et justement comment on peut aider les professionnels à jouer ce rôle-là d'expert, de passerelle vers le milieu ordinaire? Alors, je pense que la première chose, de mon point de vue, c'est la formation. Parce que passer d'une logique un peu ancestrale de la gestion d'établissement à une gestion beaucoup plus vers le domicile, diffuse et de parcours, en prenant en compte, ça demande de développer beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de partenariats. Et il faut impérativement que les formations des travailleurs sociaux intègrent ça dans leur cursus de formation pour que déjà les professionnels soient un minimum sensibilisés à ça. Ça, je pense que c'est déjà le point de départ. Un deuxième aspect que j'ai pu identifier aussi, c'est de rassurer aussi les professionnels. Ça va un peu dans le sens de ce que disait M. Piveteau sur on n'est pas la cible, mais on est bien des acteurs. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question de gérer le risque. Parce que dans l'inconscient collectif des travailleurs sociaux, travailler au domicile, c'est plus risqué que de travailler en établissement, puisque en établissement, on est dans un milieu fermé avec des sécurités supplémentaires. Aller au domicile, c'est une démarche qui n'est pas
simple. Oui, bien sûr. Et il y a cette notion de risque qu'il faut impérativement travailler et rassurer les travailleurs sociaux sur cet aspect-là. Et là, il y a bien évidemment les managers, hein, les chefs de service, les directeurs qui ont un rôle essentiel à jouer dans l'animation de leurs équipes. Il y a un autre sujet qui alors, est un peu sous-jacent. Dans l'inconscient collectif aussi, c'est que le travail plus en ambulatoire nécessiterait un taux d'encadrement moindre. Donc une crainte aussi qu'on diminue les effectifs des équipes parce qu'on considère que de travailler à l'extérieur serait on aurait besoin de moins de personnel. Oui, c'est ce qu'évoquait Nathalie Perellonnet dans les objectifs budgétaires de toute cette démarche-là. Tout à fait, ça va dans le même sens que ça. Il y a vraiment cet inconscient collectif qui dit mais si on veut fermer les internats, en gros parce que ça coûte moins cher ça coûtera moins cher ça coûte plus cher les internats. Donc c'est une logique dangereuse, ça. Hein. Alors c'est dangereux, mais c'est quand même dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que et ça, il faut qu'on arrive à le dénouer. Et là, je pense que bien sûr, il y a les cadres, chefs de service, directeurs des établissements et des organisations professionnelles, mais aussi les pouvoirs publics qui doivent pouvoir aussi faire davantage confiance aux travailleurs sociaux. Ça rejoint aussi ce que disait notre collègue de l'URIOPS, c'est que il faut vraiment, pour que cette logique de parcours qu'on évoquait tout à l'heure soit la plus fluide possible, et avec le moins de freins et d'entraves possible, il faut laisser aussi les travailleurs sociaux évaluer au jour le jour les situations et leur permettre d'adapter leur accompagnement sans avoir à demander 3, 4, 5, de les rendre plus autonomes et de leur faire confiance. Donc ça va être un travail, je pense, de longue haleine, mais qui est faisable dans la mesure où c'est intégré aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus discuté dans les équipes aujourd'hui. Cette nécessité d'aller vers une dynamique de parcours n'est pas remise en question. Oui, c'est simplement les outils qui sont encore à discuter, mais pas le principe. Outils. En fait, on parlait du sens tout à l'heure, et effectivement, la question du sens, elle est de moins en moins questionnée parce qu'on voit bien le sens les travailleurs sociaux perçoivent le sens de cette nouvelle façon de travailler. Ce qui questionne beaucoup, c'est le comment, finalement. C'est comment on va passer de l'un à l'autre. Dans quel délai? La question des délais est aussi fondamentale. On peut nous demander du jour au lendemain de changer. Et ça, c'est très compliqué. L'accompagnement au changement, on sait bien que pour les cadres, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc voilà, je pense que ces aspects-là sont, de mon point de vue, à travailler, à intégrer dans les réflexions collectives et sociétales avec tous nos partenaires. D'accord, très bien. Alors justement, on va prendre une nouvelle question internaute. Alors, on parle beaucoup de handicap et de personnes âgées. C'est une question de Fabienne. On parle beaucoup de handicap et de personnes âgées quand on évoque la transformation de l'offre. N'y a-t-il pas d'autres secteurs concernés? C'est vrai qu'on pense beaucoup à ces deux domaines quand on évoque cette notion-là. Voilà, est-ce que c'est limité à ces deux domaines-là ou est-ce que ça couvre plus largement tous les secteurs? De mon point de vue, ça couvre tous les secteurs, en tout cas du social et du médico-social. La protection de l'enfance est particulièrement aussi engagée dans cette démarche. Depuis très longtemps, l'offre s'est adaptée avec les accueils modulables, les accueils séquentiels, justement avec des allers-retours en famille, en internat, pour vraiment coller au plus près aux besoins des enfants. Donc le secteur des demandeurs d'asile, pareil, les choses évoluent. On est en complet questionnement avec l'évolution de la migration qui est en train de reprendre, on va dire, une envergure importante. On est obligé de s'adapter en permanence et bien évidemment, cette transformation, ou en tout cas cette adaptation des offres, elle sera nécessaire de mon point de vue, pour tous les secteurs du social et du médico-social. D'accord, très bien. Denis Piveteau, j'imagine que vous partagez cette vision. D'abord, parce qu'il y a, comme l'a dit David Petier, il y a des secteurs qui sur cette transversalité, donc pas uniquement la verticalité consistant à ce que le travailleur social travaille pour une personne, mais aussi avec d'autres intervenants, le secteur de la protection de l'enfance, par exemple, ou même une assistante sociale, elle ne fait que ça. Bon, alors peut-être un peu trop uniquement vis-à-vis des administrations, on pourrait en discuter, mais voilà, déjà, il y a des domaines du travail social qui ont déjà presque un cran d'avance. Il est normal que, parce qu'elles ont des tribunes particulières, les personnes handicapées, les personnes âgées, fassent davantage entendre que d'autres peut-être ce désir d'agir. Bon, mais je crois que d'abord,
lorsqu'on dit nécessité de polyvalence, transformation d'un management qui n'est peut-être moins directif, mais plus en supervision, en analyse de pratique, eh bien ça, il n'y a aucune raison que ce soit propre à un domaine plutôt qu'à un autre. Et je dirais, pour aller même au fond du fond des choses, il y aurait même un grand danger, si vous voulez. Un des dangers aujourd'hui, ce serait précisément d'avoir une approche segmentée, d'avoir une approche fragmentée. Si on veut que ça marche, il faut que ce soit transversal. Hein. Donc oui, très certainement, ça ne se limite pas au champ du grand âge et du handicap. Très bien, Denis Piveteau, David Potier, je vous remercie. Nous l'avons vu, les mutations en cours, même si elles sont globalement positives, ne sont pas toujours faciles à vivre pour les acteurs de la solidarité, d'autant que ces derniers ne bénéficient pas toujours de la liberté pour agir et innover, on en a un petit peu parlé, une problématique que nous allons aborder en profondeur lors de prochaines séquences. Pour débuter celle-ci, découvrons l'action de l'association Solidarité Estuaire à Saint-Nazaire, une entité qui a mis toute son imagination au service de la jeunesse en difficulté. Bonjour. 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 Voilà Emma qui va intégrer son logement. Emma elle est rentrée sur le dispositif de l'entre-deux il y a quelques mois et ça y est, on a trouvé son logement. Le dispositif L'Entre-deux, c'est un dispositif de logement accompagné pour des jeunes de moins de 25 ans qui sortent de l'aide sociale à l'enfance ou qui sont passés dans leur parcours par l'aide sociale à l'enfance. Ça s'adresse plutôt aux jeunes qui ne trouvent pas leur place dans les dispositifs de droit commun existants, qui ont besoin d'avoir une prise en charge plus souple pour leur accompagnement. On t'expliquera ce que c'est que l'état des lieux, ce qu'il faut regarder dans le logement. Après, moi, je t'aiderai à faire toutes les ouvertures de compteurs. Et puis voilà, on va t'accompagner tranquillement vers l'autonomie. D'accord. Alors, l'originalité du dispositif L'Entre-deux, c'est que c'est un dispositif qui est inter-institutionnel, donc qui est coporté par 4 associations de champs d'activités différentes. Donc, nous avons une association dans le secteur de la protection de l'enfance, la DS 44, une association dans le secteur des addictions, Opélia, la Rose des Vents, et une association dans le secteur des résidences sociales, donc c'est l'association Habitat Jeunes de la région nazérienne, et puis l'association Solidarité Estuaire qui œuvre dans le secteur de l'hébergement-logement. Donc c'est 4 associations avec des cultures différentes qui doivent s'acculturer, se décloisonner pour pouvoir travailler ensemble. Donc ce dispositif nécessite du coup également une approche interdisciplinaire qui nécessite qu'on se fasse confiance, qu'on fasse preuve d'humilité, en se disant que ce n'est pas forcément nous, spécialistes de notre champ d'activité, qui avons la connaissance uniquement sur notre spécialité. La vérité est bien dans le croisement des regards. Je vous ai amené des clés. Tant attendu. Voilà, pour que vous ayez les doubles des clés. Vous avez décacheté l'enveloppe, je vais le faire semblant. On est content. Bien. Bien, on est content. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir rentrer chez vous. L'approche spécifique du dispositif L'Entre-deux, on essaye d'appliquer les principes philosophiques du logement d'abord, donc avec une approche qui s'est à la fois centrée établissement et centrée réduction des risques. C'est-à-dire que c'est le jeune qui va donner la direction de l'accompagnement, c'est lui qui nous amène et nous on le suit. Donc ça nécessite qu'on adapte notre accompagnement, qu'on soit sur quelque chose de souple. Par exemple, le logement ne va pas être lié au fait que le jeune adhère à l'accompagnement. Si le jeune ne souhaite plus être accompagné, il ne va pas pour autant perdre son logement, on va rester en position de veille et ça permet aux jeunes d'avoir un filet de sécurité. Et inversement, l'accompagnement ne sera pas lié au logement, c'est-à-dire qu'on va commencer à accompagner le jeune avant qu'il ait son logement pour pouvoir aussi capter le bon logement pour le bon jeune.